Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Bonjour Elisabeth Puig, vous êtes avec nous à l'antenne ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois aujourd'hui dans mon émission Patrimoine et culture du judaïsme pour parler de votre premier livre, Ashkenaz Blues, un texte autobiographique, sensible et magnifiquement documenté. Alors on va essayer de vous présenter un petit peu pour nos auditeurs. Vous êtes né à Paris en 1946 dans une famille marquée par la Shoah et par le Goulag. Vos parents, qui ont réchappé des pires privations, ont eu dans leur malheur la chance, entre guillemets, d'être déportés en Sibérie par les soviétiques au début de la guerre, ce qui leur a, d'une certaine façon, épargné les pires tourments des ghettos de Pologne et surtout la mort dans les camps nazis. Une grande partie de votre famille, en effet, principalement du côté maternel, vous nous en parlerez au cours de cette interview, a elle, à l'inverse, été totalement exterminée. De ce traumatisme, votre maman ne s'en est jamais véritablement remise, ce qui a, vous le dites, vous l'expliquez bien, considérablement pesé sur votre éducation en tant que jeune fille, mais aussi dans vos relations mère-fille. Et donc toute votre vie a, semble-t-il, été guidée par un besoin de répondre à vos questions d'enfant, de combler les manques, pour vous bien sûr, mais aussi pour votre progéniture, d'écrire les non-dits pour peut-être, sans le savoir, aider d'autres familles à surmonter leurs propres secrets. Alors, Elisabeth Puig, dans un premier temps, je souhaiterais que vous nous racontiez un peu la genèse de votre livre et que vous nous expliquiez comment l'on passe de l'idée à la plume et puis surtout pourquoi. Mon livre a commencé comme des notes que je voulais écrire pour éclaircir, même vis-à-vis de moi-même, certains sujets qui étaient tabous dans ma famille. J'ai surtout voulu le faire en pensant à la transmission à mes enfants pour qu'ils sachent d'où ils viennent et qu'ils me comprennent un petit peu mieux, car j'ai souvent eu l'impression de ne pas être la mère qu'ils auraient voulu, et peut-être que j'ai projeté dans cette impression mes propres reproches vis-à-vis de ma mère, qui n'a pas été la mère dont j'ai voulu. Oui, d'ailleurs, on est un petit peu étonné dans votre livre du fait que vous appeliez vos parents par leur prénom. Est-ce que cette distance est volontaire ou est-ce que c'est dans l'inconscient par rapport à des relations qui ont elles-mêmes été, je dirais, peu naturelles, hein ? J'ai l'impression, surtout avec votre maman, que le discours et le dialogue étaient assez mal aisés du fait de son passé tortueux, tumultueux, et qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Je ne sais pas si c'est inconsciemment ou si c'est aussi un recours pour ne pas toujours dire mon père, ma mère et mes parents. Mais il est sûr que j'ai eu avec ma mère des rapports d'incompréhension, car je ne comprenais pas du tout. Enfin, je me sentais en perpétuelle compétition avec des morts et avec d'autres enfants, je sentais que je n'avais pas la place que j'aurais dû avoir. Oui, d'ailleurs, vous parlez de deux petits garçons qui apparaissent sur une photographie qui vraisemblablement avait une importance majeure dans la vie de votre maman. Ces petits garçons, est-ce qu'ils sont décédés pendant la Shoah ? Ces deux petits garçons étaient mes cousins, et oui, ils sont morts tous les deux d'une façon atroce pendant la Shoah. Mais il y avait effectivement le fait que, je sentais que je ne pourrais jamais avoir la place dans l'amour de ma mère qu'occupaient ces petits fantômes ou ces petits anges. Alors, il y avait aussi une autre petite fille que mes parents auraient dû adopter après-guerre, parce que ma mère, qui avait été très maltraitée par son séjour dans le goulag, les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Donc mes parents s'étaient mis en quête à Varsovie en 45 d'adopter une enfant. Et quand ils ont su après que ma mère était enceinte, ils ont décidé d'abandonner l'idée de l'adoption. Et cette petite fille, ma mère m'en parlait toujours en pleurant. Donc c'était une autre concurrente. Puis il y avait aussi la concurrence à un autre niveau
de petites cousines qui étaient en Pologne et qui étaient en Palestine à l'époque, ou en Israël à son début, auxquelles ma mère envoyait des colis et elle prenait toujours mes affaires sans m'en parler et mes jouets pour les envoyer à ces petites cousines dont je me fichais royalement, mais en revendiquant mes affaires, j'avais quand même un énorme sentiment de culpabilité. J'avais l'impression de faire quelque chose de mal, mais d'un autre côté, je voulais mes poupées ou je voulais mon ours. Donc, comme les choses n'étaient pas dites, que je ne savais pas à quoi ça servait, que je ne savais pas très bien qui étaient ces petits-enfants, ni cette autre petite fille, j'ai eu dès le début des rapports très difficiles avec ma mère qui pleurait dès qu'elle devait parler de son passé ou du passé polonais. Donc je me suis habituée à ne rien demander, je savais que c'était des sujets absolument interdits et parce qu'il faisait irrémédiablement pleurer ma mère et nous avons construit notre relation sur une base de non-dit. Alors, comme je le disais précédemment, votre livre est non seulement très documenté historiquement, mais il est de surcroît magnifiquement documenté. Vous avez retrouvé, en fait, les photographies de la plupart des gens que vous venez d'évoquer, et vous les avez faites reproduire donc dans l'édition Atlande, que je présente ici. Et c'est extraordinaire, en fait, pour une famille qui a en grande majorité disparu dans la Shoah ou dans les affres de la guerre, eh bien, d'avoir pu conserver tout ce matériel photographique. Alors, comment vous y êtes-vous prise pour rassembler, eh bien, ce matériau destiné à cette publication et qu'est-ce que vous pourriez dire de la particularité de votre famille d'avant-guerre? C'est pas une famille commune. Bon, alors d'un côté, il y a un matériel photographique assez facile puisque, bon, il s'est perdu énormément de choses pendant la guerre, mais une partie de ma famille paternelle vivait déjà aux États-Unis où ils ont conservé des albums de photos et qui me sont d'ailleurs parvenus certains en 2018 quand j'étais déjà dans mon processus d'écriture et qui sont donc certaines photos même illustrent la vie de ma famille paternelle. Du côté une partie quand même a disparu à Varsovie pendant la guerre. Du côté de ma mère, il n'y a pas tellement de photos que vous croyez parce que ce sont quelques 8 ou 10 photos qui ont dû revenir à ma mère par des cousins qui étaient en Israël ou qui ont été préservés chez quelques membres de leur famille. Mais c'est vraiment tout mon patrimoine photo. Donc il y a quelques photos que j'ai retrouvées dans Internet, qui sont des photos de lieux, de l'usine de mon grand-père ou de la synagogue en bois de Koinske. L'Internet a été un instrument tout à fait déterminant dans mon livre, car il m'a permis de confirmer, de retrouver certains éléments, et je pense qu'il n'aurait jamais été aussi bien documenté que si je n'avais pas eu cet instrument. Alors Internet, évidemment, mais aussi oui. Les voyages que vous avez entrepris, parce que pour écrire ce livre, vous avez eu besoin d'un cadre spatial, et vous expliquez être allé à plusieurs reprises en Pologne, y compris donc le fameux séjour de 2018 au cours duquel vous avez été accompagné par votre fils, et vous êtes allé sur la trace de vos aïeux dans les villes où ils ont vécu, sur les routes qu'ils ont arpentées, alors en quête de réponse, mais aussi peut-être dans l'espoir de retrouver une marque laissée par l'un d'entre eux. Pouvez-vous nous raconter ces périples et les sentiments qui en sont nés? J'ai fait 2 voyages à Varsovie. Ce qui est intéressant, bon alors, j'ai fait un voyage qui était plutôt avec mon père, et son but était de retrouver la tombe de son père, puisqu'il est mort de sa belle mort à Varsovie, et chose qui nous a été relativement facile. Le cimetière de Varsovie à cette époque était une forêt où on était seul, c'était très impressionnant, il fallait vraiment chercher, et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, mon père a retrouvé dans un fouillis la tombe de son père.
lors de mon deuxième séjour avec mon fils, nous sommes retournés dans ce cimetière et ce cimetière a complètement changé et ça a été quelque chose d'assez émouvant de voir ce lieu. Et il y a des associations juives qui sont en train de faire tout un travail de nettoyage, couper des arbres et de restauration de tombes. Donc là, j'ai trouvé quelque chose de palpable une deuxième fois, la tombe de mon grand-père, qui d'une certaine façon est un ancrage pour moi en Pologne. Savoir que j'ai un grand-père qui est enterré et qui est dans ce cimetière, ça m'a donné d'une certaine façon l'impression, et qu'il y a une tombe, parce que la première fois sa tombe était à moitié cassée, mon père l'a fait restaurer. J'ai l'impression de réunir dans ce lieu les âmes de tous les morts qui n'ont pas eu de sépulture. Parce que ma famille maternelle a toutes été assassinées soit dans le ghetto de Varsovie, soit dans des camps. Il y a une partie pour laquelle nous ne savons pas très clairement. Et donc, ils n'ont pas reçu de sépulture. Pour moi, leur lieu d'ancrage maintenant, c'est le cimetière juif de Varsovie. Alors, nous avons aussi voulu aller voir la ville mythique de ma mère, son Éden, parce que ma mère était très anti-polonaise, mais elle était assez contradictoire, parce que le seul endroit qui avait qui a toujours eu une valeur à ses yeux, c'est la ville de Końskie, où elle a passé toute sa jeunesse, certainement dans des conditions tout à fait très très bonnes, et elle faisait une différence entre la Pologne, les Polonais et Końskie. Donc nous sommes allés à Końskie, c'était aussi mon deuxième voyage, parce que mon premier voyage a été assez catastrophique. Dès que nous sommes arrivés en voiture avec mon mari, nous nous sommes fait arrêter par la police parce que je prenais des photos de ce qui était soi-disant c'était pas soi-disant, c'était un combinat métallurgique et on n'avait pas le droit dans la Pologne communiste de photographier des objectifs militaires. Donc après avoir passé 2 heures au commissariat, je n'avais plus du tout envie et plus le temps de rechercher les traces de ma famille. Toutefois, le commissaire m'avait donné une idée à la fin. On s'est séparés plutôt cordialement. Et au bout de 2 heures d'un interrogatoire assez serré, il m'a conseillé d'aller chercher un livre. Et c'est dans ce livre que j'ai trouvé au centre touristique, à l'office du tourisme de la mairie, on parlait de mes grands-parents et c'est là où j'ai appris le nom de l'usine de mes parents que je ne savais même pas dont je ne savais même pas le nom quand je suis arrivée dans cette ville. Donc la deuxième fois, on était plus armés et avec mon fils, on avait contacté un monsieur qui a écrit un blog sur Końskie et ses alentours et avec lequel je m'étais communiquée avant de partir et avec qui j'avais échangé quelques informations parce qu'il avait fait 2 articles sur mon grand-père. Alors on sent effectivement que c'est une véritable enquête. On est dans une démarche quasi policière pour retrouver des traces devenues presque inexistantes puisque soit les cimetières, les synagogues, les maisons où il y avait encore des traces de mezouza ont été détruites directement à l'époque nazie, ou plus tard, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, sous l'ère soviétique, parce que les communistes n'ont pas été plus vigilants dans la préservation de la mémoire, ni dans la volonté de laisser quelconque trace des familles disparues. Et donc vous souffrez, vous le dites, de ce que la psychologue Nathalie Zadier appelle le complexe des enfants survivants, c'est-à-dire, en fait, vous analysez de façon assez fine, je dirais, la souffrance des descendants de rescapés. Vous avez toute une partie de l'histoire de votre histoire familiale qui a été amputée. Et je crois deviner dans les derniers chapitres de votre livre que votre devoir de mémoire, en fait, consiste pour vous à sauver de l'oubli le souvenir des disparus. Comment vous y prenez justement pour remémorer justement ces gens qui ne sont plus là pour parler?
C'est en recherchant le plus d'informations sur eux et en essayant de les relier à ma propre histoire. Pour moi, il était impensable que ces gens, ces personnes qui étaient mes grands-parents, qui étaient mes oncles et mes tantes, qui étaient mes neveux, disparaissent confondus dans l'amalgame des 6 millions de juifs. Ils ont disparu, même pour moi, c'est en écrivant ce livre que je me suis rendu compte qu'ils ont été assassinés. C'était quelque chose que je n'ai jamais voulu voir. Je crois que comme petite fille, je n'aurais jamais pu vivre avec ce terme. Pour moi, ils étaient partis en fumée, partis en poussière, tués par les Allemands. Mais ce mot assassiné, que tous ces membres pour une petite fille, pouvoir supporter l'idée, une petite fille qui veut être pareille à tous les Françaises et Français, qui a toutes les petites filles qui vont à l'école avec elle, comment est-ce qu'on peut supporter que une partie de sa famille ait été assassinée? Pour moi, ça a été presque une découverte en écrivant ce livre. Je suis rentrée dans l'horreur de ce que ma famille a pu vivre et a dû vivre, dans l'horreur de ce que ma mère a dû porter avec elle, parce que elle savait naturellement plus clairement tout ce que cela signifiait. Elle ne me l'a pas vraiment transmis, ou elle me l'a transmis par des non-dits qui étaient une voix tremblante quand elle voyait sur le bras de quelqu'un un chiffre tatoué, ou des histoires que je ne comprenais absolument pas, de personnes qui avaient été sauvées des fours parce que une bonne doctoresse leur avait donné un morceau de betterave, chose qui était absolument, je comprenais pas du tout ce vocabulaire pour une enfant. J'arrivais pas à replacer toutes ces choses dans leur horreur, dans leur vérité. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait virtuel que je comprenais pas très bien. Et c'est vraiment en écrivant ces pages que j'ai pu refaire un petit peu le parcours de mes grands-parents, de mes tantes, tant dans le ghetto, d'où il est resté des lettres, que j'ai pu réinterpréter et lire, que dans mon imagination aussi un petit peu sur la fin de mes grands-parents qui ont été assassinés dans un hôpital. Tout ça, ça a pris forme avec l'écriture et je pense que ma famille a pris corps, qu'elle est sortie de la petite histoire pour rentrer dans l'histoire avec un grand H, et ils ne sont plus un amalgame de cendres ou d'os. Ils sont des personnes qui ont eu leur rôle dans leur communauté, dans la vie, dans le monde. C'est ça. Effectivement, on sent que vous avez voulu leur redonner une vie, et puis peut-être même une postérité dans l'au-delà. Ce qui est étrange parce que vous le soulignez à plusieurs reprises, vous faites comprendre que vous êtes une juive laïque, voire même peut-être athée. Et pourtant, vous faites plusieurs fois référence à votre héritage cultuel, et notamment à la prière des morts, ce qui m'a un petit peu interpellé, parce qu'à la fin de votre livre, eh bien, vous pensez justement à cette récitation du Kaddish, souvent associée à la prière des défunts. Et donc, d'une certaine manière, vous ne reniez pas votre legs religieux, hein, même si vous avez grandi dans une famille assez assimilée, intellectuelle. Comment vous pourriez parler de votre rapport à la religion? Est-ce que cette quête vous a rapproché de votre héritage cultuel, ou simplement ce sont des vestiges justement qui se sont transmis comme dans d'autres familles? Quel est votre rapport justement au judaïsme aujourd'hui? Bon, ça c'est une question assez difficile. La seule chose que je sais, que je voudrais être enterrée dans un cimetière juif et que je voudrais que mon fils lise le Kaddish sur ma tombe. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense que c'est assez clair, parce qu'effectivement, bon, aujourd'hui, vous avez une vie qui est somme toute assez atypique. Hein, on peut dire que, bon, vous avez épousé un non-juif de confession chrétienne, que vous avez rencontré, je crois, à la Sorbonne lorsque vous étudiez donc à Paris, et puis lui était en échange universitaire sans doute, puisqu'il est originaire de la République dominicaine, donc à l'autre bout du monde.
un pays que vous avez fini par rejoindre, puisque vous y êtes installé depuis plus de 30, voire même 40 ans. 50 ans. 50 ans même, voilà. Oui. Et vos enfants, ils sont nés, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut parler d'une fuite, voire même, allez, osons-le d'un point de vue psychologique, d'un exil cathartique? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, il fallait quitter l'Europe? Est-ce que c'était quelque chose de nécessaire? Est-ce que ce continent portait la marque de vos morts? Et est-ce qu'il était trop difficile pour vous de rester aussi à proximité de vos parents avec lesquels les discussions étaient si difficiles? Oui, moi je crois que ça a été une fuite, tout à fait. Il y a eu l'amour, il y a eu le désir de m'éloigner. Je sais pas si de l'Europe en soi, mais c'est vrai que ma relation avec ma mère était devenue assez lourde et ingérable. Oui, une fuite, c'est exactement ça. Bien des fois, j'ai voulu revenir parce que ça n'a pas été toujours facile en République dominicaine. Mais j'avais toujours aussi au fond de moi, un peu, tu es parti et tu as raté, c'est pas bien, il faut s'accrocher. Et je crois aussi que mon départ pour ma mère a été vraiment terrible. Et à l'occasion de la sortie de mon livre, j'ai vu une ou deux personnes qui m'ont encore redit « Tu ne peux pas t'imaginer comme ta mère a souffert quand tu es partie. » Mais oui, ça a été un acte aussi d'une certaine bravoure, je crois. Alors justement, moi je vais terminer sur ces mots. Voilà, je pense que c'est le terme qui me reste sur les lèvres. Bravoure. Votre ouvrage, vraiment, c'est le travail d'une personne déterminée, d'une personne courageuse qui a franchi beaucoup d'épreuves. On sent aussi bien d'un point de vue psychologique que d'un point de vue matériel, parce que vous n'avez jamais renoncé à l'écriture de ce livre. Je pense que c'est le fruit d'une quête au moins trentenaire, voire quarantenaire, parce que j'ai compris qu'en fait, il était déjà en germe dans les années 70-80, et que vous attendiez en fait la maturité pour pouvoir écrire Ashkenaz Blues, dont je recommande vivement la lecture à tous nos auditeurs, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a, en tant qu'historien, énormément intéressé. Je le dis, et vraiment, sans embâge, il est très documenté et d'un intérêt réel pour toute personne qui s'intéresse à cette période. Je vous remercie Elisabeth Puig d'avoir répondu à nos questions et je vous donne rendez-vous peut-être pour un livre suivant. Merci. Bon, il y aura certainement un livre suivant. Alors au plaisir de vous recevoir à nouveau dans l'émission Patrimoine et culture du judaïsme. Merci. À très bientôt Elisabeth. Au revoir.